Quand j'étais enfant, je me demandais parfois qu'est-ce qui fait que c'est moi qui suis moi. Quand j'avais peur de ce que les autres pensaient de moi, je me disais en fait peu importe ce que les autres pensent de moi parce que les autres ne savent pas que c'est moi qui suis moi. Alors ça peut paraître absurde dit comme ça, mais je pense qu'on a tous cette intuition qu'on est un sujet parmi d'autres et qu'on incarne un point de vue particulier parmi plein d'autres points de vue possibles. En fait, j'avais l'intuition que le fait que je sois moi, et pas un autre, c'était un fait complètement arbitraire. Je pouvais facilement concevoir que j'aurais pu incarner quelqu'un d'autre. Mais il se trouve, pour une raison mystérieuse, que c'est moi que j'incarne. Avec du recul, je me rends compte que cette intuition, elle découle d'une vision du monde plus générale. C'est comme si je me coupais moi-même de la réalité. Je fais comme si le réel, fondamentalement, c'était d'abord l'univers. C'est-à-dire une réalité qui existait bien avant moi, peut-être depuis toujours, peut-être depuis le Big Bang. Et l'univers, c'est un espace, un immense espace dans lequel le temps s'écoule et qui contient des objets qui sont littéralement dans l'univers. Comme si l'univers était un immense contenant, peut-être infini, c'est difficile d'imaginer qu'il ait des bords, mais c'est un espace dans lequel il y a des choses comme les planètes ou les étoiles. Et moi, je suis un de ces objets qui peuplent l'univers. À part que je suis un objet assez particulier de cet univers, parce que moi je suis conscient. Je suis conscient au sens où ça fait quelque chose d'être moi. Contrairement aux autres objets, je fais l'expérience d'exister. Et cette expérience, elle a aussi un contenu. Le contenu de mon expérience, c'est mes émotions, mes pensées, mes sensations. Par exemple, grâce à mes yeux, je vois ce que j'interprète comme la réalité extérieure. Je fais l'expérience à l'intérieur de moi des objets et de leurs propriétés qui existent à l'extérieur. Et je suppose que les autres êtres humains, vous, comme vous me ressemblez, vous êtes conscient comme je suis conscient, et que ça fait quelque chose d'être vous. Pour les animaux, c'est moins évident, mais j'ai pas de mal à concevoir que les mammifères font aussi l'expérience du monde. Un chat voit les formes des objets qui l'entourent. Il y a une expérience intérieure qui est associée à la vue du chat, qui ressemble sûrement d'une certaine façon à la mienne. Pour des animaux plus éloignés de moi, comme les poissons ou les insectes, c'est encore moins évident. Mais je peux aussi concevoir que ça fait quelque chose d'être une mouche. Bien sûr, la mouche n'a pas conscience d'elle-même, elle n'associe pas ses expériences à un moi, comme je le fais, mais elle peut quand même être le sujet de l'expérience immédiate du monde qui l'entoure. Maintenant, la question c'est, où est la limite ? Est-ce que ça fait quelque chose d'être un ver de terre ? Ou une bactérie ? J'aurais du mal même intuitivement à répondre à ça. Mais en tout cas, il y a des objets auxquels il semble difficile d'attribuer une conscience. Par exemple, ma table, elle existe, elle est un objet du monde, mais ça ne fait rien d'être ma table. Donc il semble qu'il y ait une frontière qui sépare les êtres de l'univers en deux catégories. Les êtres conscients et les êtres non conscients. Et ça paraît très mystérieux. Qu'est-ce qui fait que certains êtres ont une vie intérieure et pas les autres ? Mais pour en arriver à ce mystère, j'ai d'abord posé le problème d'une façon particulière. Je me suis séparé du reste des choses en me donnant ce statut de sujet, pour ensuite me demander qu'est-ce qui fait qu'il y a des sujets. Et ça, c'est une façon de penser très occidentale, de séparer le sujet et l'objet. Et c'est cette séparation du sujet et de l'objet qui aboutit au problème, le problème de la conscience, qui a été posé pour la première fois de façon explicite par Descartes. La solution de Descartes, c'était de dire que les êtres conscients ont quelque chose en plus qui permet l'expérience intérieure. Mais ce quelque chose en plus est de nature complètement différente de ce dont sont faits les autres objets. Les objets de l'univers sont faits de la substance étendue qui existe dans l'espace, ce qu'on appellerait aujourd'hui la matière. Mais les humains ne sont pas seulement faits de matière, ils sont composés d'une autre substance, qui elle est hors de l'espace, la substance pensante. Et la substance pensante, c'est le support de l'expérience. C'est ce qu'on appelle communément l'âme. Alors la philosophie et la science contemporaine ont abandonné l'idée d'âme, au sens où l'entendait Descartes en tout cas,
Et aujourd'hui, on dirait plutôt que le support de la pensée, des émotions, des sensations, c'est le cerveau. Et on a des bonnes raisons de penser que c'est le cerveau qui est le support de la pensée, parce que on a les moyens techniques de prendre un être humain et d'observer ce qui se passe dans son cerveau quand il pense, quand il ressent quelque chose, quand il a une expérience consciente. Et on observe empiriquement qu'il y a un lien fort entre l'activité du cerveau et l'expérience consciente. Maintenant, quelle est exactement la nature de ce lien? Qu'est-ce qui pourrait lier un organe, qui est un objet fait de matière, de la même matière que tous les objets de l'univers, de la même matière que ma table, de la même matière que les étoiles? Qu'est-ce qui pourrait lier cet organe, cet objet, à une expérience qui ne semble pas être matérielle et surtout qui semble être privée, à la première personne? Mon expérience, elle est mon expérience. Alors que mon cerveau, c'est un objet du monde, et n'importe qui, avec les bons outils, peut observer l'activité de mon cerveau. Mais personne d'autre que moi, même en observant mon cerveau, ne peut observer l'activité de ma conscience. Personne ne peut éprouver mes désirs, mes sensations, mes émotions, parce que si quelqu'un éprouvait mes émotions, ce serait plus mes émotions. Et donc, j'en reviens à ma question initiale. Pourquoi c'est moi qui suis moi? Pourquoi mon cerveau, c'est mon cerveau? La science me répond parce que ton cerveau est très complexe, que les milliards et les centaines de milliards de neurones en interaction les uns avec les autres ont fait émerger une conscience que tu appelles ta conscience. Mais cette explication, elle implique par exemple que si on réplique mon cerveau à l'identique, cellule par cellule, voire même molécule par molécule, et qu'on l'active exactement de la même façon que mon cerveau est activé par les stimuli produits par le monde extérieur, et par mon propre corps aussi, alors ce clone de cerveau produirait la même expérience que celle que je vis actuellement. Mais est-ce que ce serait vraiment la même expérience? Je ne nie pas que ce clone de cerveau puisse produire une expérience consciente, mais j'ai du mal à imaginer qu'elle produise mon expérience consciente. Tout simplement parce que mon expérience consciente, elle existe déjà. C'est la mienne. Et que donc, l'expérience produite par ce clone de cerveau, c'est forcément une autre expérience que la mienne. Et la question que je pose aux scientifiques, c'est, maintenant qu'on a deux cerveaux identiques, dans le même état, pourquoi moi je vis une de ces deux expériences et pas l'autre? Ce que je veux que le scientifique m'explique, c'est comment on passe d'une interaction objective, matérielle, descriptible en troisième personne, à un vécu subjectif, en première personne. S'il prétend que le cerveau produit mes expériences, il ne doit pas seulement m'expliquer comment, mais pourquoi mon expérience est une conséquence nécessaire des interactions qui se produisent à l'intérieur de mon cerveau. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir toutes ces interactions neuronales sans aucune expérience qui leur sont associées? Et c'est ça que le philosophe australien David Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Il est difficile au sens où les outils et les catégories actuelles de la science ne permettent même pas d'imaginer à quoi peut ressembler une solution au problème. Pour Chalmers, les neurosciences ne parlent de la conscience qu'en termes de mécanisme. Le cerveau est une machine qui traite de l'information, qui produit des fonctions, mais un mécanisme peut très bien fonctionner sans aucune expérience subjective qui lui est associée. Par exemple, on peut prendre le cas de la douleur. La douleur, c'est une sensation, un ressenti. Quand je me brûle, je ressens une douleur et je retire ma main. Est-ce que je retire ma main à cause de la douleur? Du point de vue du neuroscientifique, non, pas vraiment. C'est pas à cause du ressenti de la douleur que je retire ma main. C'est à cause des neurotransmetteurs qui ont circulé de ma main jusqu'à mon cerveau, qui a activé des réseaux de neurones qui s'occupent du mouvement et qui ont en retour ordonné à ma main de se retirer. Donc du point de vue du scientifique, on peut tracer entièrement la chaîne causale qui part de la brûlure de ma main jusqu'au retrait de ma main, et on peut tracer cette chaîne causale en termes purement matériels, sans jamais faire intervenir le concept de ressenti subjectif de la douleur.
Alors pourquoi je ressens de la douleur? Pourquoi ce phénomène, décrit comme une succession purement mécanique, est accompagné du ressenti de la douleur? Et ce raisonnement, il fonctionne pour tous les contenus de ma conscience. Je peux me demander pourquoi il y a un champ visuel qui est associé à la fonction produite par mon cortex visuel. Pourquoi mon cortex ne traite pas l'information automatiquement et inconsciemment en l'envoyant à toutes les autres parties du cerveau qui ont besoin de cette information pour ma survie. Ce que dit Chalmers, c'est que la science n'explique pas pourquoi je ne suis pas un zombie. Le zombie, c'est l'exacte réplique matérielle de moi, à l'atome près, qui se comporte exactement de la même façon que moi. À chaque stimulus du monde extérieur, le cerveau de mon zombie traiterait l'information de la même manière que mon cerveau, ce qui produirait exactement les mêmes réactions comportementales, puisque toutes les réactions comportementales peuvent être expliquées simplement en termes de relations matérielles. Et donc, le zombie produirait les mêmes paroles, les mêmes gestes, et la seule différence entre moi et le zombie, c'est que lui n'a pas de conscience. Ça ne fait rien d'être lui. Il voit fonctionnellement, mais il n'y a pas de champ visuel. Il évite la douleur parce que son cerveau a appris à le faire, mais il ne ressent pas la douleur. C'est complètement vide à l'intérieur. C'est une machine biologique très complexe, aussi complexe que moi, mais sans subjectivité. La question c'est, pourquoi moi je ne suis pas un zombie? Pourquoi moi je ressens ce que ça fait d'être moi? Alors ce que peuvent me répondre les neuroscientifiques, c'est on ne sait pas encore précisément répondre à ces questions, mais c'est parce qu'on ne sait pas encore tout sur le cerveau. Le cerveau est très complexe, et une fois qu'on aura compris tous les mécanismes qui s'y produisent, on comprendra enfin le mystère de la conscience. Mais répondre ça, c'est passer à côté du cœur de l'argument du zombie. Comment des mécanismes, aussi complexes soient-ils, peuvent rendre nécessaires des expériences, dont la nature est indépendante de toute fonction. Quand je vois du rouge, le ressenti qualitatif associé au rouge ne peut pas être réduit à une description en troisième personne. Quelqu'un qui ne verrait pas le rouge, par exemple un daltonien, je ne pourrais pas lui expliquer ce que ça fait de voir du rouge. Donc oui, le neuroscientifique est capable de détecter une corrélation entre mon expérience du rouge et l'activation de certaines parties de mon cerveau, mais est-ce qu'il peut en déduire que le réseau de neurones cause ou produit mon expérience du rouge? C'est pas parce qu'il y a une corrélation systématique entre deux événements qu'on peut déduire qu'un des deux événements est la cause de l'autre. Par exemple, si j'observe ce qu'il se passe dans une gare, je verrai qu'à chaque fois qu'il y a du monde sur le quai, un train arrive. Est-ce que je peux en déduire que ce sont les gens sur le quai qui causent l'arrivée du train? Non, bien sûr, je peux pas non plus dire que c'est l'arrivée du train qui cause la présence des gens. En fait, les deux événements sont les conséquences des horaires de la SNCF qui ordonnent tout ça. Dans le cas du cerveau, il nous manque cet équivalent des horaires SNCF qui ordonnerait la réalité à un niveau plus fondamental. Ce qu'il nous manque, c'est plus profond qu'un simple manque de données scientifiques. C'est pas parce qu'on ne connaît pas assez les mécanismes du cerveau qu'on peut pas encore expliquer la conscience. C'est parce qu'on n'aborde pas le problème de la bonne manière. Et le fond du problème, il vient de cette séparation originelle entre le sujet et l'objet. Le fait de me voir comme un point de vue subjectif sur un monde objectif, puis d'essayer d'expliquer le subjectif à partir de l'objectif, c'est voué à l'échec. Parce que la séparation a précisément été faite à l'origine pour ne pas avoir à parler du subjectif. Si la science est aussi efficace, c'est parce qu'elle s'est débarrassée du subjectif. Ce à quoi s'intéresse la science, c'est la réalité objective, c'est-à-dire celle qui existe indépendamment de tout point de vue. Et c'est pour ça que la science produit du savoir utile, qui peut déboucher sur des applications pratiques et des prédictions justes. Mais il faut comprendre que l'existence d'une réalité objective, indépendante de tout sujet, c'est un présupposé de la science. C'est un présupposé utile, méthodologique, mais qui ne peut pas être pris littéralement pour une vérité métaphysique. Peut-être que si la science veut comprendre la conscience,
donc qu'elle veut intégrer le sujet qui parle de l'objet, il faut qu'elle revienne sur ce présupposé et qu'elle change de méthode. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Descartes disait qu'il y avait deux substances, et avec le temps, on a fini par éliminer la substance spirituelle pour ne garder que la substance matérielle. Le dualisme posait trop de problèmes conceptuels, donc il était plus facile de dire que la réalité fondamentale c'était l'univers, tel qu'il est pensé par la physique, c'est-à-dire un espace-temps rempli de matière, et que ce qu'on appelait l'âme c'était une propriété émergente des interactions complexes de la matière. Mais on peut aussi bien prendre le problème à l'envers. Pour des raisons historiques et culturelles, nous les occidentaux, on a des intuitions matérialistes très fortes. Mais pour beaucoup de civilisations, en particulier les grandes civilisations orientales comme les hindous, c'est l'esprit qui est le fondement du réel. Pourquoi, au lieu de partir de la matière pour essayer d'expliquer l'esprit, on ne pourrait pas supposer que ce qui existe vraiment, c'est l'esprit, et essayer d'expliquer comment ce qu'on appelle l'espace, le temps et la matière sont des propriétés qui émergent de l'esprit. Comme je n'ai accès qu'à ma propre expérience, je n'ai aucun moyen de savoir si l'espace et les objets qu'il contient, tels que je les perçois, existent bien indépendamment de moi. Cette position, complètement opposée au matérialisme, on l'appelle l'idéalisme. Et j'en parlerai la prochaine fois.